À Thanksgiving, ou plutôt, à notre version française de Thanksgiving, mes propres parents m'ont barré la porte. Le visage de ma mère était tordu par la haine quand elle a crié « Tu n'es plus de la famille », et mon père, juste à côté, a ajouté un mot glacial « Dehors ». Leurs yeux étaient vides de toute affection. J'ai juste hoché la tête, sans un mot, et je suis retournée à ma voiture. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai envoyé le message qui allait tout faire exploser. 5 minutes plus tard, la moitié des invités se sont levés et ont quitté la fête en claquant la porte. Cette histoire est la mienne. C'est l'histoire de comment j'ai cessé d'être une victime pour devenir l'auteur de ma propre vie. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est parti. Je m'appelle Élise, j'ai 28 ans. Officiellement, vu de l'extérieur, ma vie est une réussite. Mon appartement, un petit bijou niché sous les toits du quartier historique de la Croix-Rousse à Lyon, est mon sanctuaire, mon havre de paix. Les murs sont couverts de mes propres toiles, des explosions de couleurs abstraites qui racontent mes humeurs, mes joies et mes peines, et qui contrastent avec le bois sombre et ancien des poutres apparentes. Par la grande fenêtre de mon atelier, je vois les toits de la ville s'étendre à perte de vue, un panorama qui me rappelle chaque jour, avec une fierté tranquille, la vie que j'ai bâtie, brique par brique, seule et à la force de mes poignets. En tant que designer UX UI freelance, je ne manque de rien. Mes clients sont basés à Paris, Genève, parfois même plus loin. Mes projets sont stimulants, et mon compte en banque est la preuve tangible, irréfutable, de mon succès. J'ai récemment célébré, seul avec une coupe de champagne, la signature d'un contrat de 6 mois avec une fintech suisse prometteuse, un projet qui non seulement allait payer mes factures pour l'année, mais qui allait aussi nourrir ma passion pour un design épuré et intelligent. Pourtant, à seulement 40 km de là, dans les collines verdoyantes du Beaujolais, dans la grande maison en pierre où j'ai grandi, ma réussite n'a aucune valeur. Elle est invisible, ou pire, elle est une source d'irritation. Là-bas, je ne suis pas Élise, la designer talentueuse, la femme indépendante. Je suis Élise, l'anomalie. L'éternelle déception. L'épine dans le pied de la famille. Ma famille est un tableau de maître de la dysfonction, une pièce de théâtre où les rôles ont été distribués à la naissance et où toute improvisation est interdite. Mon frère aîné, Bastien, a le rôle principal, celui du fils prodigue, le soleil doré autour duquel tous les autres personnages planètes orbitent. Il a suivi le chemin parfait, celui tracé pour lui par nos parents, Didier et Martine. Grande école de commerce, poste prestigieux dans une banque privée à Genève, mariage imminent avec une fille issue d'une « bonne famille » du coin, dont le père est notaire. Mes parents boivent ses paroles, citent ses accomplissements dans chaque conversation et célèbrent chacune de ses promotions comme s'il s'agissait d'une victoire personnelle, la validation de leur propre vie. Moi? Je suis l'ombre au tableau, la note discordante dans leur symphonie bien orchestrée. Mon choix de carrière a été leur premier grand drame. Je me souviens encore de cette soirée étouffante de mes 20 ans, quand, tremblante mais déterminée, j'ai annoncé que je quittais mes études de droit qu'ils avaient choisies pour moi pour me lancer dans une école de design. Le silence qui a accueilli ma déclaration fut si lourd, si glacial, que j'ai cru que la température de la pièce avait chuté de 10 degrés. Mon père a fini par le briser, sans même me regarder, en s'adressant à ma mère. Le dessin sur ordinateur? Ce n'est pas un métier, c'est un passe-temps. Une distraction pour les enfants. Puis, se tournant vers moi, son visage dur comme de la pierre, une femme doit chercher la sécurité. Un poste de fonctionnaire, un mari stable. Pas courir après des rêves de gamine. Ma mère avait enchaîné, avec ce ton plaintif qu'elle maîtrisait à la perfection, celui qui vous faisait sentir coupable d'exister. Regarde-toi, Élise. Toujours à contre-courant, toujours à vouloir te faire remarquer. Tu vas finir seule, avec tes gribouillages et tes idées bizarres. Leurs mots n'étaient pas juste des critiques, c'étaient des prophéties, des malédictions qu'ils essayaient de jeter sur mon avenir. J'ai passé les 8 années suivantes à leur prouver qu'ils avaient tort, en travaillant 2 fois plus dur que n'importe qui. Mais chaque succès que je leur présentais était accueilli avec indifférence ou suspicion. Mon premier gros contrat? Tu as eu de la chance.
L'achat de mon appartement? Tu n'aurais pas dû t'endetter comme ça. Je comprenais lentement et douloureusement que le problème n'était pas ma réussite. Le problème était que c'était la mienne. Elle ne leur appartenait pas. Elle n'entrait pas dans leur récit. L'étincelle qui a mis le feu à la poudrière est arrivée discrètement, par un mardi soir pluvieux d'octobre. La pluie battait contre les vitres de mon atelier, et j'étais plongé dans un projet complexe, savourant le calme et la concentration. Mon téléphone s'est allumé. C'était Manon, ma cousine. Manon, c'est la petite sœur de Bastien, mais elle semble venir d'une autre planète. Elle est la seule à posséder une dose saine d'empathie et de lucidité dans cette famille. Sa voix, habituellement si pétillante, était étouffée, presque un murmure, comme si elle avait peur d'être entendue. « Élise, tu es assise? J'ai quelque chose de vraiment horrible à te dire. » Mon cœur a immédiatement commencé à battre plus vite. Les mauvaises nouvelles dans ma famille n'étaient jamais des accidents ou des maladies. C'étaient toujours des actes de malveillance délibérés. Je reviens d'un dîner improvisé chez tante Gisèle, a-t-elle continué. Papa, maman, et tes parents y étaient. Et, ils ont presque uniquement parlé de toi. Un frisson désagréable m'a parcouru l'échine. Laisse-moi deviner, ils ont chanté mes louanges, ai-je tenté de plaisanter, mais ma voix tremblait. Manon a eu un rire sans joie. J'aimerais tellement. Non, Élise. C'est bien plus grave que d'habitude. Ils ont lancé ce que j'appellerais une campagne de diffamation. Elle m'a alors décrit la scène avec des détails qui me donnaient la nausée. Mon père, Didier, dans son rôle de patriarche sage et soucieux, avait confié à la tablée sa profonde inquiétude à mon sujet. Il avait parlé de mon train de vie extravagant, de mon appartement bien au-dessus de mes moyens, et avait laissé entendre que mes revenus de freelance étaient irréguliers et peu fiables. Il avait peint le portrait d'une fille immature, une cigale qui chantait sans penser à l'hiver. Puis, ma mère, Martine, avait pris le relais, en parfaite comédienne de tragédie. Les larmes aux yeux, elle avait raconté à quel point j'étais devenue distante et secrète, comment je refusais toute aide et m'enfermais dans ma bulle d'artiste. Elle avait fini en murmurant, pour que tout le monde l'entende, qu'elle craignait que je ne sois tombée dans une mauvaise spirale, utilisant des mots vagues comme dette, mauvaise fréquentation. Pendant que Manon parlait, une colère froide et lucide a remplacé le choc. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit avec une clarté effroyable. 3 mois. Cela faisait exactement 3 mois que j'avais pris la décision la plus importante de ma vie d'adulte, j'avais discrètement fermé les vannes du distributeur Élise. Fini le virement mensuel qui payait le leasing de la voiture de luxe de ma mère. Fini le prêt de 5 000 € à mon père pour son investissement génial, qui n'aboutissait jamais. Fini de payer les amendes de stationnement de Bastien ou de financer ses week-ends dispendieux. Ma décision avait été prise sans drame, sans annonce. J'avais simplement cessé de répondre aux sollicitations, espérant, avec une naïveté touchante, qu'il comprendrait le message. J'avais eu tort. Au lieu de se remettre en question, ils avaient construit une contre-offensive. Ils ne pouvaient pas admettre que leur source de revenus s'était tarie par ma volonté. Alors, ils ont créé un récit où la source était simplement à sec. Ma prétendue faillite devenait l'explication parfaite. Ce n'était plus ma décision, c'était ma faute. Une fois de plus, j'étais le problème. Cette révélation a été un électrochoc. La dernière illusion que j'entretenais, celle d'une méchanceté spontanée, presque enfantine, venait de voler en éclats. C'était une conspiration, une stratégie délibérée pour me discréditer et préserver leur image de parents aimants et dévoués face à une fille ingrate et instable. Ils préparent le terrain, Élise, a conclu Manon, sa voix pleine de colère. Pour que le jour où tu décideras de parler, personne ne te croit. En raccrochant, je ne me sentais plus triste. Je me sentais en guerre. Ils avaient déclaré une guerre secrète. Il était temps que je prépare mes propres armes. Début novembre, l'invitation est tombée, comme chaque année, prévisible et redoutée. Un message de ma mère sur le groupe WhatsApp familial, la famille avant tout, une ironie qui me faisait grincer des dents à chaque notification. Le message était un concentré de fausse chaleur, débordant d'émojis de feuilles d'automne et de citrouilles. Coucou ma petite famille adorée. J'espère que tout le monde va bien.
N'oubliez pas notre traditionnelle et indispensable fête d'automne le 23 chez Gisèle. On compte sur vous pour notre petit Thanksgiving à nous, un moment pour se retrouver et être reconnaissant. Qui amène quoi? Bisous. Immédiatement, le groupe s'est enflammé. Des « super ». Hâte de vous voir, de ma tante, des émojis de dinde et de bouteilles de vin de la part de mes cousins, des « on sera là », bien sûr, enthousiastes. Mon téléphone vibrait sans discontinuer sur mon bureau, chaque vibration étant un petit marteau frappant sur mes nerfs. Ma première réaction, instinctive et viscérale, fut le rejet. Ne pas y aller. Inventer un déplacement professionnel de dernière minute, une grippe foudroyante, n'importe quoi. La simple pensée de m'asseoir à cette table, d'affronter leur regard faussement compatissant après avoir appris la campagne de diffamation qu'ils menaient dans mon dos, me donnait des nausées. Je me suis remémoré le repas de l'année précédente avec une précision douloureuse. J'étais particulièrement fière de moi ce jour-là. Je venais de livrer un projet complexe pour un client exigeant et j'avais reçu des félicitations qui m'avaient mise sur un petit nuage. J'avais essayé d'en parler, timidement, au moment du fromage. Au fait, je voulais vous dire, mon projet pour... Mon père m'avait coupé la parole sans même un regard, se tournant vers Bastien. Dis-moi, Bastien, ton nouveau directeur est comment? Il a l'air d'un type bien. La conversation avait bifurqué, et mon succès avait été balayé, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. J'avais passé le reste du repas à fixer mon assiette, le goût de l'humiliation se mêlant à celui du dessert. Pourquoi m'infliger cela une fois de plus? J'ai ignoré le message pendant 2 jours. Un silence qui, je le savais, était analysé, disséqué, et probablement utilisé contre moi. Puis, un soir, alors que je me perdais dans les rues de Lyon pour essayer de calmer le tourbillon dans ma tête, mon téléphone a vibré. Un message privé de Manon. Alors, la grande absente? Tu vas leur faire ce cadeau? Sa franchise était à la fois brutale et rafraîchissante. Ce n'est pas un cadeau, Manon. C'est de l'autopréservation, ai-je répondu, en m'asseyant sur un banc froid de la place des terreaux. Je ne vois pas l'intérêt de me jeter dans la fosse aux lions. Sa réponse a mis quelques minutes à arriver, comme si elle pesait chaque mot. Je comprends ta peur. Vraiment. Mais réfléchis grec une seconde. Si tu ne viens pas, tu valides leur histoire. Tu deviens officiellement Élise, la fille instable qui fuit sa famille. Ton absence sera leur preuve irréfutable. Tu ne te protèges pas, tu leur offres la victoire sur un plateau d'argent. J'ai relu son message 10 fois. Elle mettait le doigt sur ma plus grande peur, qu'ils gagnent, qu'ils réussissent à imposer leur version de la réalité. Et je suis censée faire quoi? Venir et me laisser dévorer en souriant, ai-je tapé, ma frustration évidente. Son dernier message a été celui qui a tout fait basculer. Non. Tu n'es plus la même personne que l'année dernière, Élise. Tu ne viens pas pour subir. Tu viens pour mettre un point final. Ne vois pas ça comme un repas de famille, vois ça comme une arène. Et cette fois, tu n'entres pas sur le ring les mains nues. Tu viens avec tes armes. Il est temps que le rideau tombe sur leur petite pièce de théâtre. Apporte tes armes. Ces mots ont résonné en moi, chassant la peur pour laisser place à une détermination de fer. Elle avait raison. Ce ne serait pas une reddition. Ce serait une confrontation. J'ai pris une grande inspiration, l'air froid de la nuit lyonnaise emplissant mes poumons. J'ai répondu dans le groupe familial, à la vue de tous. Un message simple, presque enjoué, je serai là avec plaisir. Je peux apporter un fondant au chocolat, si vous voulez. Le message a été accueilli par des pouces levés de mes parents. Ils pensaient que la brebis égarée rentrait au bercail. Ils n'avaient aucune idée que c'était le loup qui venait frapper à leur porte. Le 23 novembre est arrivé, apportant avec lui un ciel bas et lourd, couleur d'ardoise, qui semblait peser sur les vignobles nus du Beaujolais. La route, que je connaissais par cœur, me semblait étrangère. Chaque virage, chaque village traversé ravivait des souvenirs d'enfance, des flashs de moments qui, avec le recul, étaient tous teintés de cette même dynamique malsaine. Un anniversaire où mon cadeau avait été mis de côté pour s'extasier sur le bulletin de notes de Bastien. Un Noël où ma mère avait critiqué ma tenue devant toute la famille. Des milliers de micro-agressions qui avaient tissé la toile de ma prison émotionnelle.
Aujourd'hui, je venais pour la détruire. J'ai conduit lentement, une boule dure logée dans mon estomac. Ce n'était plus de l'anxiété, cette peur paralysante que je connaissais si bien. C'était autre chose. Une anticipation électrique, une tension palpable, le calme concentré d'un soldat avant l'assaut final. Dans mon sac à main, posé sur le siège passager, mon téléphone contenait le dossier « Théâtre des ombres ». Il me semblait peser une tonne, chargé du poids de toutes ces années de silence. Je me suis garé dans une petite rue adjacente, comme à mon habitude, à l'abri des regards. Je ne voulais pas qu'on annonce mon arrivée, je voulais l'effet de surprise. J'ai pris le fondant au chocolat que j'avais acheté chez le meilleur pâtissier de Lyon, l'ultime accessoire de ma performance de « fille normale », un cheval de Troie en sucre. En remontant l'allée de gravier, le son de mes pas semblait anormalement fort dans le silence de l'après-midi. La maison de ma tante Gisèle, une grande bâtisse en pierre, était déjà en pleine effervescence. Des lumières chaudes brillaient à chaque fenêtre, et des éclats de voix et de rire filtraient à travers les murs. Une carte postale du bonheur familial. Un mensonge flagrant. J'ai gravi les 3 marches de pierre usées du perron. Mon cœur battait un rythme lourd et puissant dans ma poitrine, non pas de peur, mais d'adrénaline. Ma main s'est levée, a hésité une fraction de seconde avant de toucher la poignée de porte en fer forgé. Je n'en ai pas eu le temps. La porte s'est ouverte avant même que je ne frappe. Et ils étaient là. Tous les deux. M'attendant. Comme un comité d'accueil pour un bannissement. Mon père, Didier, et ma mère, Martine. Leurs visages n'exprimaient aucune surprise. Ils étaient des masques de mépris glacial et de triomphe mal contenu. Ils avaient planifié cette scène, chaque détail, chaque mot. Ma mère a esquissé un sourire qui ne concernait que ses lèvres, un rictus fin et cruel. Élise, a-t-elle commencé, sa voix faussement douce, presque mielleuse. Quelle surprise! Je crois qu'il y a eu un malentendu. Tu perds ton temps. Derrière eux, dans le couloir baigné d'une lumière chaude, la scène était figée, comme une peinture macabre. Mon frère Bastien, appuyé nonchalamment contre le mur, un rictus suffisant étirant ses lèvres. Ma tante Gisèle, les bras croisés sur sa poitrine, hochant la tête en signe d'approbation. Et d'autres visages, des cousins, des oncles, tous silencieux, tous spectateurs, tous complices. Personne n'a bougé. Personne n'a protesté. Le silence était leur consentement. Ma mère a fait un pas en avant, violant mon espace personnel. L'odeur de son parfum capiteux m'a soudainement écœurée. Elle a baissé la voix pour que seuls nous 3 puissions entendre, la rendant sifflante, venimeuse. Tu n'es plus de la famille, a-t-elle articulé lentement, savourant la cruauté de chaque syllabe. Mon regard a désespérément cherché celui de mon père. Pendant une ultime, folle seconde, une partie de moi a espéré. Une étincelle. Un doute. Un reste d'amour paternel. Il n'y en a eu aucun. Son visage était impassible, ses yeux froids comme l'acier. Il a simplement ajouté une syllabe, un ordre qui a brisé le dernier fil qui me retenait à eux. Sors. Le mot est resté suspendu dans l'air glacial entre nous. Sors. J'ai regardé une dernière fois par-dessus leur épaule. J'ai vu la nouvelle petite amie de Bastien, une blonde sophistiquée que je n'avais jamais rencontrée, glisser avec un sourire sur la chaise qui m'était destinée. Elle m'a aperçu et m'a offert un petit clin d'œil condescendant avant de se tourner vers Bastien. Le tableau était complet. J'étais officiellement remplacée. Effacée. Une paix étrange, presque surnaturelle, m'a envahie. Il n'y avait plus de douleur, plus de tristesse. Juste une clarté absolue, aveuglante. J'ai reculé lentement, sans un mot. J'ai hoché la tête, non pour leur obéir, mais pour leur signifier que j'avais reçu le message. La porte s'est refermée dans un bruit sourd et final, qui sonnait non pas comme une fin, mais comme un commencement. Si vous aviez été à ma place, face à cette trahison ultime de vos propres parents, qu'auriez-vous ressenti? Quelle aurait été votre première pensée? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ma première pensée n'était pas pour ce que je venais de perdre. C'était pour ce que j'allais faire ensuite. Le retour à ma voiture s'est fait dans une sorte de brouillard cotonneux. Mes pieds crissaient sur le gravier, un son étrangement net dans le silence de mon esprit.
Le froid mordant de novembre ne m'atteignait plus. J'étais anesthésiée, protégée par une couche de choc et de résolution. J'ai ouvert la portière et j'ai délicatement posé le fondant au chocolat sur le siège passager. Ce gâteau, acheté avec l'intention d'être un bouclier, une preuve de ma bonne volonté, me semblait maintenant être un objet absurde, une relique d'une guerre que j'avais déjà perdue avant même de la commencer. J'ai démarré le moteur, non pas pour fuir, mais pour le son rassurant du vrombissement, pour la chaleur qui commençait à peine à se diffuser dans l'habitacle. Mes mains, qui avaient été si stables en arrivant, se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Ce n'était pas la peur. C'était une décharge d'adrénaline pure, une fureur sacrée qui vibrait du plus profond de mes os. J'ai attrapé mon téléphone. L'écran froid et lisse sous mes doigts semblait être la seule chose réelle dans cet instant surréaliste. J'ai navigué d'un geste devenu automatique vers le dossier sécurisé, protégé par un mot de passe complexe. Le nom du dossier, Théâtre des ombres, ne m'avait jamais paru aussi approprié. À l'intérieur se trouvait mon arme, mon plan de bataille, le fruit de mois de douleur transformé en stratégie. J'ai ouvert le fichier vidéo une dernière fois, non pas pour vérifier son contenu, que je connaissais par cœur, mais pour me donner du courage. 5 minutes. 5 minutes pour déconstruire 50 ans de façade et de mensonges. La vidéo commençait de manière innocente, avec une photo de famille souriante prise lors d'un été lointain. Puis, la voix de ma mère s'élevait, claire et nette, issue d'un enregistrement d'une conversation téléphonique. Non mais tu te rends compte, elle a encore refusé de nous prêter de l'argent. Pour qui elle se prend? Après tout ce qu'on a fait pour elle, c'est la moindre des choses. Juste après, apparaissait une capture d'écran d'un relevé de compte, montrant un virement de 2000 € que je lui avais fait la semaine précédente pour l'aider avec les impôts. Le contraste était brutal, sans appel. Puis venait le tour de mon père. Sa voix, calme et détachée, enregistrée à son insu lors d'un appel que j'avais mis sur haut-parleur alors qu'il parlait à son frère. Franchement, sa petite boîte de design, c'est du pipeau. Elle a juste de la chance. Mais tant que ça paie les factures, on ne va pas se plaindre. C'est un bon guichet automatique, cette gamine. J'avais juxtaposé cet extrait audio avec une photo de moi, rayonnante, recevant le prix de la « Jeune entrepreneur de l'année » de la ville de Lyon quelques mois plus tôt. Un prix dont je ne leur avais jamais parlé, sachant d'avance qu'ils le dénigreraient. Il y avait aussi les messages de Bastien, un florilège de sa duplicité. D'un côté, des messages privés envoyés à moi, pleins de supplications mielleuses, « Petite sœur, tu es la seule à pouvoir m'aider, je suis vraiment dans le pétrin. » De l'autre, des captures d'écran de ses conversations avec ses amis, où il se vantait, « Ma sœur est un peu naïve, mais elle a bon cœur. Elle m'aide à financer mon train de vie, c'est pratique. » Chaque preuve était présentée froidement, sans narration, sans musique dramatique. Seule la vérité, crue, laide et incontestable. Le montage se terminait sur un simple carton noir avec une phrase en lettres blanches. « Ceci est la raison pour laquelle j'ai cessé de financer vos mensonges et votre hypocrisie. » J'ai ouvert WhatsApp. J'ai sélectionné le groupe de diffusion que j'avais soigneusement préparé, La Vérité. 7 noms y figuraient. Manon, ma complice silencieuse. Tante Karine, la sœur de ma mère, la seule en qui je percevais encore une lueur de justice. 2 cousins avec qui j'avais gardé un lien fragile. Et 3 amis très proches de la famille, des piliers de leur cercle social, des gens dont le jugement comptait énormément pour eux. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du bouton « Envoyer ». Une éternité. Le point de non-retour. Une voix insidieuse dans ma tête, une voix qui ressemblait à celle de ma mère, me chuchotait « Tu vas tout détruire. Tu vas laver ton linge sale en public. Tu es aussi méchante qu'eux. » J'ai fermé les yeux. J'ai revu leur visage à la porte. Leur mépris. Leur triomphe. Et la petite voix s'est tue. Détruire quoi? Un mensonge? Une illusion? Je n'allais pas détruire une famille. J'allais exposer le fait qu'il n'y en avait jamais eu. J'ai rouvert les yeux. Ma main ne tremblait plus. J'ai appuyé. Le petit « vu » est apparu à côté du nom du groupe. La bombe à retardement était lancée. Le compte à rebours avait commencé. Le temps, après avoir semblé s'arrêter, s'est soudainement mis à s'étirer, chaque seconde durant 1 heure.
Assise dans le cocon silencieux de ma voiture, je suis devenue une sentinelle, les yeux rivés sur la maison illuminée au bout de la rue, qui me semblait maintenant être une scène de crime. Rien ne bougeait. 1 minute. 2 minutes. Un silence assourdissant. Le doute, ce poison familier, a commencé à s'infiltrer dans mes veines. Et si ça ne marchait pas? Et s'ils étaient si forts dans leur déni, si unis dans leurs mensonges, qu'ils parvenaient à retourner la situation? Et si ma bombe n'était qu'un pétard mouillé? J'imaginais déjà ma mère expliquant à tout le monde que j'avais piraté leur voix, que j'étais une mythomane dangereuse. La peur, que j'avais réussi à contenir, a commencé à refaire surface, froide et visqueuse, me serrant la gorge. À la 4e minute, alors que j'étais sur le point de céder au désespoir, de mettre la première et de disparaître pour de bon, la porte d'entrée s'est ouverte. Pas violemment, mais lentement, comme si la personne derrière hésitait, luttait. C'était ma tante Karine. Elle est restée un instant sur le seuil, une silhouette sombre se découpant sur la lumière chaude de l'entrée. Elle a regardé à gauche, puis à droite, comme si elle cherchait une issue. Puis, à ma grande horreur, elle a fait demi-tour et a refermé la porte. Mon cœur a sombré. Elle restait. J'avais échoué. Elle aussi avait choisi son camp. Mais 1 minute plus tard, la porte s'est rouverte en grand. Et ce fut le début de l'exode. Tante Karine est sortie la première, mais cette fois, son visage n'exprimait plus l'hésitation. Il était fermé, dur, résolu. Elle ne courait pas, elle marchait avec la dignité offensée d'une reine quittant un royaume en ruine. Derrière elle, son mari, mon oncle, la suivait, l'air grave et solennel. Puis Manon est apparue, son jeune visage habituellement souriant ravagé par les larmes, mais sa posture droite et fière. Ses parents l'encadraient, la protégeant comme un rempart. Ils n'ont pas échangé un mot, avançant comme un seul être vers leur voiture. Ensuite, ce fut le tour de mes 2 autres cousins, des garçons habituellement si discrets, qui sont sortis en secouant la tête avec incrédulité. Enfin, l'un des amis de la famille, un homme d'affaires influent que mon père admirait tant, est sorti. Il a jeté un regard de dégoût profond en direction de la maison avant de s'engouffrer dans sa luxueuse Mercedes. C'était un défilé silencieux, funèbre, surréaliste. La moitié de la table venait de se vider en moins de 5 minutes. Mon téléphone a vibré. C'était Manon. J'ai répondu, ma main moite serrant l'appareil. Allô, ma voix était à peine un souffle. Élise? Elle pleurait ouvertement maintenant, mais sa voix était pleine d'une énergie féroce. Oh, Élise? C'était une déflagration nucléaire. Je n'ai jamais vu ça. Je pouvais entendre le vent et les portières de voiture qui claquaient en arrière-plan. Personne n'a rien dit pendant 1 minute. Le silence était total. Tout le monde a regardé son téléphone, puis ils se sont tous regardés les uns les autres, comme s'ils se réveillaient d'un long sommeil. Ton père est devenu livide. Ta mère a commencé à bégayer, à dire que tu avais tout sorti de son contexte, que tu étais mentalement instable. Et les gens l'ont cru, ai-je demandé, la peur au ventre. Pas une seule seconde, a répondu Manon avec force. La voix de ton père sur l'enregistrement, c'était trop. Trop clair. Trop vrai. Tante Karine s'est levée la première. Elle a juste dit, très calmement, Martine, Didier, j'ai honte pour vous. J'ai honte d'être de votre famille. Puis elle est partie. Ça a été le signal. Ton père a essayé de la retenir par le bras, mais elle l'a repoussé avec une force que je ne lui connaissais pas. Après ça, tout le monde s'est levé. C'est le chaos. Ta mère hurle que c'est un complot, que tante Karine a toujours été jalouse d'elle. Bastien ne dit rien, il est juste assis là, blanc comme un linge, complètement dépassé. Les cris que j'entendais maintenant à travers le téléphone étaient bien réels. La fête était terminée. La comédie était finie. J'avais gagné la première bataille. Mais je savais que la bête blessée est toujours la plus dangereuse. Alors que la dernière voiture des déserteurs quittait la rue dans un crissement de pneus, la mienne est restée, un îlot de silence dans le sillage de la tempête. J'étais encore sous le choc, incapable de décider de la suite. Partir? Attendre? Qu'est-ce que j'attendais, au juste? C'est alors que j'ai vu des phares s'allumer dans mon rétroviseur.
Une voiture a fait demi-tour et s'est lentement approchée, pour s'arrêter juste derrière moi. Ma tante Karine en est sortie et s'est dirigée d'un pas décidé vers ma portière. J'ai baissé la vitre, le cœur battant à grands coups. Son visage, éclairé par la faible lumière de l'habitacle, était un paysage de désolation. Un mélange de tristesse infinie et de fureur contenue. Elle ne m'a pas demandé si ça allait. Elle n'a pas prononcé de paroles creuses. Elle a simplement ouvert la portière passager et s'est assise à côté de moi, ramenant avec elle l'odeur du froid et de la terre humide. Nous sommes restées silencieuses pendant un long moment, regardant toutes les deux la maison maintenant étrangement silencieuse. Les lumières étaient toujours allumées, mais la joie en avait disparu. C'était un silence confortable, un silence lourd de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années, et de tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit maintenant. « Je suis une lâche, Élise, a-t-elle finalement murmuré, sa voix rauque, sans me regarder. « Je suis une lâche et une idiote. »« Non, tante Karine, ne dis pas ça. » Ai-je commencé, par réflexe. « Si, m'a-t-elle coupé, sa voix se raffermissant, se chargeant d'une colère dirigée contre elle-même. »« Je le dis. Parce que c'est la vérité. J'ai vu. Pendant toutes ces années, j'ai vu. J'ai vu les petites humiliations à table, les remarques blessantes déguisées en plaisanterie. J'ai vu comment ta mère te comparait sans cesse à Bastien, te rabaissant à chaque occasion. J'ai vu comment ton père t'ignorait, comment tes réussites étaient systématiquement minimisées. Mais je n'ai jamais rien dit. Elle a finalement tourné son visage vers moi, et j'ai vu des larmes de rage briller dans ses yeux. Je me donnais des excuses. Ce sont des affaires de famille. Je ne dois pas m'en mêler. Martine a toujours été compliquée. J'ai choisi la facilité. J'ai choisi une paix factice plutôt que la vérité. Et en faisant ça, en me taisant, je t'ai laissé tomber. Je suis tout aussi coupable qu'eux. Je te demande pardon, ma chérie. Du fond du cœur. Ces mots, cet aveu de culpabilité, cette demande de pardon, ont ouvert une brèche dans le barrage que j'avais construit autour de mon cœur. Les larmes que j'avais refusé de verser à la porte se sont mises à couler, silencieuses et chaudes. Elle m'a prise dans ses bras, et je me suis laissée aller, pleurant des années de solitude et d'invalidation sur son épaule. La guerre s'est poursuivie en ligne dès le lendemain. Comme je l'avais anticipé, ma mère a publié son manifeste de victime sur Facebook. Un long texte larmoyant, rempli de phrases vagues sur les familles brisées, les enfants ingrats et les secrets qui devraient rester secrets. Les premiers commentaires étaient un flot de « Courage Martine, nous sommes avec toi ». Mais ensuite, la contre-attaque a commencé. Le commentaire de tante Karine a été le premier tir, public et dévastateur. Parfois, Martine, les « affaires privées » sont juste des abus que l'on a gardés secrets trop longtemps. La vérité n'est pas un malentendu. Le commentaire a fait l'effet d'une déflagration. Puis Manon a partagé la publication de ma mère avec sa propre légende, fière de ma cousine Élise, qui a eu le courage de briser le silence que tant d'entre nous entretenaient par lâcheté. Puis un de mes cousins a ajouté en commentaire, « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de malsain dans la façon dont Élise était traitée. Merci à elle d'avoir ouvert les yeux à tout le monde. » Le vent était en train de tourner de manière spectaculaire. Le récit de ma mère s'effritait sous ses yeux, en temps réel. Des amis communs, perplexes, ont commencé à poser des questions, à demander des éclaircissements. La belle façade de la famille parfaite était en train de s'effondrer publiquement. Je n'étais plus seule. Une armée de l'ombre, une armée de silencieux, était en train de se rallier à ma cause. J'avais brisé un tabou, et en le faisant, j'avais donné à d'autres la permission de parler. Je savais qu'ils allaient riposter. Une bête acculée est toujours la plus dangereuse. Je m'y étais préparée. Mais dans mon esprit, j'imaginais une attaque de ma mère, une escalade dans le chantage affectif, des messages larmoyants, peut-être même une visite surprise pour jouer la comédie de la réconciliation. Je n'étais absolument pas préparée à la fureur froide, calculatrice et vicieuse de mon père. Il a attendu 48 heures. 2 jours d'un silence radio total, un silence si complet qu'il m'avait presque fait croire qu'ils avaient abdiqué, qu'ils s'étaient retirés, vaincus, pour panser leur plaie en privé. Quelle erreur de ma part! Ce n'était pas le silence de la défaite, c'était le silence de la préparation d'une contre-offensive. Mon téléphone a sonné un soir,
alors que je tentais de trouver un semblant de normalité en esquissant quelques croquis. Un numéro masqué. Mon instinct m'a hurlé de ne pas répondre. Mais une force curieuse, peut-être le besoin de savoir quelle serait leur prochaine manœuvre, m'a poussé à accepter l'appel. La voix de mon père était méconnaissable. Le ton calme, posé, parfois condescendant que je connaissais avait disparu. Il était remplacé par un grondement sourd, une vibration de haine pure qui semblait venir du plus profond de ses entrailles. « Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ?» a-t-il commencé, sans aucune salutation, sans préambule. Sa voix était si basse qu'elle en était presque un murmure, ce qui la rendait encore plus menaçante. J'ai choisi de ne pas répondre. Le silence était la seule arme qui me restait face à une telle rage. Je ne voulais pas entrer dans son jeu, je ne voulais pas lui donner la satisfaction d'un combat. Mon silence l'a rendu fou. « Réponds-moi, bon sang !» a-t-il hurlé, et j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Tu te prends pour qui, hein ? Petite garce prétentieuse et arrogante. Tu crois que parce que tu gagnes un peu d'argent avec tes dessins d'enfants sur ordinateur, tu peux nous manquer de respect comme ça ? Nous humilier devant toute la famille, devant nos amis ? Tu as traîné notre nom dans la boue. » Chaque mot était un postillon de venin. « Je vais te le faire payer, Élise. Je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. Tu vas regretter d'être née. » Et puis, la menace a cessé d'être un cri de colère pour devenir une stratégie froide et précise. J'ai passé les 2 derniers jours à faire des recherches. Pas à me lamenter comme ta mère. J'ai agi. Je connais le nom de tous tes clients importants. Cette start-up suisse pour qui tu es si fier de travailler, leur PDG s'appelle Monsieur Brandt, n'est-ce pas? J'ai trouvé son profil LinkedIn. Son email. Je me demande ce qu'il penserait s'il recevait un message d'un père dévasté, lui expliquant que sa fille est une personne mentalement instable, une mythomane capable de diffuser des enregistrements illégaux et de harceler sa propre famille pour arriver à ses fins. Le monde des affaires est petit, Élise. Une réputation, surtout pour une freelance, est si vite détruite. Un froid glacial, bien plus terrifiant que le rejet à la porte, m'a envahi. C'était diabolique. C'était son coup de grâce. Il ne bluffait pas. Il était tout à fait capable de le faire. Il était prêt à détruire la seule chose qui m'appartenait vraiment, la seule chose qu'il n'avait jamais réussi à contrôler ou à salir, ma carrière, mon indépendance. Pendant une fraction de seconde, la panique pure a pris le dessus. J'ai visualisé des années de travail acharné, de nuits blanches, de sacrifices, réduites à néant par un simple email rempli de mensonges. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai fermé les yeux, forçant ma respiration à ralentir, à devenir plus profonde. J'ai repensé à la fille qui tremblait dans sa voiture il y a 2 jours. Et j'ai réalisé, avec une certitude absolue, que je n'étais plus cette fille-là. Sa menace, aussi terrifiante soit-elle, était un aveu de défaite. Il n'avait plus aucun pouvoir émotionnel sur moi, alors il essayait d'utiliser le seul pouvoir qu'il pensait lui rester, l'intimidation, la destruction. « Tu as fini ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment calme, presque détachée. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout du fil. Il s'attendait à des pleurs, des supplications. « Fais ce que tu as à faire, papa » ai-je continué, et le mot « papa » sonnait faux et étranger dans ma bouche, comme une langue morte. « Essaie de tout détruire. Mais sache une chose. Tu ne me feras plus jamais peur. Tu ne me contrôles plus. » J'ai entendu son souffle se couper, probablement sous le choc de mon audace. « Tu vas le regretter amèrement, Élise. »« Non, » l'ai-je interrompu, ma voix ferme. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça il y a 10 ans. Adieu. » J'ai raccroché. Immédiatement, j'ai bloqué son numéro. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était d'une clarté de cristal. Il avait franchi la dernière ligne rouge. Il m'avait déclaré une guerre totale. Et il allait découvrir que j'avais moi aussi un arsenal qu'il n'avait pas anticipé. Il voulait jouer sur le terrain professionnel et financier? Très bien. La partie pouvait commencer. La menace de mon père a été l'erreur tactique monumentale qui a scellé leur sort. Il pensait m'effrayer, me forcer à me tapir dans un coin en attendant sa sentence. Au lieu de cela,
il a agi comme un chalumeau sur mes dernières chaînes, faisant fondre la dernière parcelle de pitié ou d'hésitation que je pouvais encore ressentir. Il m'avait donné le feu vert moral pour être absolument sans pitié. La guerre n'était plus seulement émotionnelle, elle devenait stratégique. Et sur ce terrain, le terrain de la logique, de la planification et de la loi, j'étais bien mieux préparé que lui. Dès le lendemain matin, à 9 heures précises, je n'étais pas en train de pleurer dans mon lit. J'étais assise dans le bureau luxueux et sobre de Maître Dubois, une avocate redoutable spécialisée en droit de la famille et des affaires que tante Karine m'avait chaudement recommandée. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table en acajou et j'ai tout déballé. La vidéo. Les captures d'écran. Les relevés de compte. Et, pièce maîtresse, l'enregistrement de l'appel menaçant de mon père de la veille. Elle a tout écouté attentivement, son visage impassible, ne prenant que quelques notes. Quand j'ai eu fini, elle a eu un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire de prédateur. Mademoiselle, a-t-elle dit d'une voix calme et précise, nous n'allons pas nous défendre. Nous allons lancer une offensive sur 3 fronts. La première salve, envoyée le jour même en recommandé avec accusé de réception, fut une lettre de mise en demeure à l'attention de mon frère, Bastien. Le sujet, le prêt à taux zéro entre particuliers, de 15 000 €. La lettre, rédigée dans un jargon juridique glacial et intimidant, exigeait le remboursement intégral de la somme sous 30 jours, faute de quoi des poursuites judiciaires pour abus de confiance seraient immédiatement engagées. Nous avons joint les captures d'écran de ces messages où il promettait de me rembourser, le rendant légalement indéfendable. La deuxième salve, plus spectaculaire, visait ma mère. Un simple appel de Maître Dubois à la société de leasing pour signifier la fin du contrat de la Peugeot 3008, avec effet immédiat. J'ai payé les pénalités de résiliation anticipée de ma poche par virement instantané. Ce fut l'argent le mieux dépensé de ma vie. L'avocate m'a confirmé que la société de recouvrement enverrait une dépanneuse chercher le véhicule dans les 48 heures. J'ai savouré cette image avec une satisfaction froide et délicieuse. La troisième et plus complexe salve était pour mon père. Maître Dubois a rédigé 2 documents. Le premier était une reconnaissance de dette formelle pour les 8 000 € de la réfection de la toiture, transformant mon cadeau en un prêt légal avec un échéancier de remboursement strict. Le second était le coup de grâce. Nous avons utilisé l'enregistrement de ces menaces pour déposer une plainte pour harcèlement et tentative d'extorsion. Sur la base de cette plainte, nous avons demandé au juge une ordonnance restrictive d'urgence, lui interdisant de me contacter, directement ou indirectement, et surtout, lui interdisant de contacter mes employeurs et clients, sous peine de poursuites pénales immédiates. La menace est explicite et documentée. Aucun juge ne prendra ça à la légère, m'a-t-elle assuré avec une confiance de fer. Enfin, j'ai réalisé l'acte final, celui qui était pour moi, pour clore ce chapitre symboliquement. Je suis allé à ma banque et j'ai fait un virement important. Le montant correspondait précisément à la somme de toutes les aides que je leur avais versées au cours des 2 dernières années. La destination, l'association lyonnaise Les Liens Libérés, qui aidait les jeunes adultes à échapper à des familles toxiques. J'ai imprimé le reçu de don. Je l'ai scanné. Et je l'ai envoyé par email à mes parents, mon frère et ma tante Gisèle, avec un seul mot en objet, conclusion. C'était ma façon de leur dire que leur argent, l'argent qu'ils m'avaient pris, allait désormais servir à réparer les dégâts que des gens comme eux infligeaient. La riposte a été immédiate, sous la forme d'appels hystériques au standard du cabinet de mon avocate. Mais il ne s'adressait plus à moi. Il faisait face à un mur de professionnalisme juridique. Le jeu avait changé de règles, et il ne les maîtrisait plus. L'arrivée du mois de décembre, autrefois synonyme d'une anxiété sourde et grandissante, a apporté avec elle un silence nouveau et profond. Un silence qui n'était plus menaçant ou lourd de non-dits, mais qui était apaisant, comme la neige qui tombe et étouffe tous les bruits du monde. Les procédures légales suivaient leur cours, un balai précis et inexorable géré de main de maître par mon avocate. J'ai appris via Manon que Bastien, paniqué, avait commencé à me rembourser par petites mensualités ridicules, mais il remboursait. La voiture de ma mère avait bel et bien disparu, laissant une place vide et accusatrice dans leur allée. Et l'ordonnance restrictive contre mon père avait été accordée par le juge, créant une bulle de sécurité infranchissable autour de ma vie professionnelle et personnelle.
Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans anticiper la prochaine attaque, le prochain commentaire désobligeant. J'étais en sécurité. Noël, cette fête qui avait été pour moi une source annuelle de stress et d'humiliation, approchait avec une promesse inédite de douceur et de chaleur. Je n'ai pas eu à décliner d'invitation, car aucune n'est venue. Et cela m'allait parfaitement. Le 24 décembre au soir, je n'étais pas seule à contempler les lumières de la ville depuis ma fenêtre. Ma porte s'est ouverte pour accueillir un flot de chaleur humaine, de rire et de plats faits maison. Tante Karine et son mari sont arrivés les premiers, les bras chargés de gratins et de salades. Puis Manon et ses parents, apportant avec eux le sapin qu'ils étaient allés chercher l'après-midi même dans une ferme locale. Mes 2 cousins les suivaient, une pile de jeux de société sous le bras, et les amis de la famille qui avaient quitté la fête d'automne étaient là aussi, apportant le vin et le champagne. Nous étions une quinzaine, joyeusement serrés dans mon appartement, mais personne ne semblait s'en soucier. L'atmosphère n'avait rien, absolument rien à voir avec les Noëls rigides et tendus de mon enfance. Il n'y avait pas de plan de table, pas de compétition pour attirer l'attention des patriarches, pas de conversation forcée. Les discussions étaient un joyeux brouhaha, passant d'un sujet à l'autre sans crainte d'être jugés ou interrompus. Nous avons décoré le sapin tous ensemble, dans un chaos joyeux, en accrochant des boules anciennes à côté de décorations que j'avais fabriquées moi-même. Pour la première fois, mes créations n'étaient pas qualifiées de gribouillage, mais admirées sincèrement. Pour la première fois, ma contribution était vue et appréciée. Au moment de passer à table, nous nous sommes serrés autour d'une grande table et improvisée avec des tables et des chaises dépareillées. La nourriture était simple et délicieuse. Le vin coulait à flots. Et surtout, les rires étaient authentiques. Tante Karine a levé son verre. Ce soir, a-t-elle commencé, sa voix vibrant d'une émotion sincère, nous ne célébrons pas seulement Noël. Nous célébrons la famille. Pas celle que le sang nous impose, mais celle que le cœur choisit. Une famille basée sur la vérité, le respect et le courage. Son regard s'est posé sur moi, un regard plein de fierté et d'affection. Et nous célébrons Élise, qui nous a rappelé que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Tu nous as ouvert les yeux à tous. Santé, ma chérie. Les « santé » ont fusé, les vers se sont entrechoqués dans un joyeux carillon. J'ai senti les larmes monter, mais ce n'étaient plus des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de bonheur pur. J'ai regardé ces visages souriants, ces gens qui m'avaient choisi, comme je les avais choisis. J'avais perdu une mère, un père et un frère, mais j'étais en train de gagner une véritable famille, une famille bien plus solide, car ses fondations étaient faites d'amour véritable et non d'obligations toxiques. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai compris ce que le mot « famille » voulait vraiment dire. La nouvelle année est arrivée, non pas avec le bruit assourdissant des feux d'artifice, mais avec le calme serein et prometteur d'une page blanche. Les fantômes de mon passé, qui avaient si longtemps dicté mes émotions, mes doutes et mes actions, s'étaient tus. L'ordonnance restrictive, les procédures légales et leur silence radio avaient créé un espace. Un espace pour respirer. Un espace pour guérir. Un espace pour être, tout simplement. La guérison, j'ai vite appris, n'est pas une ligne droite, un chemin bien balisé. C'est une spirale. Il y a eu des jours où une vieille photo retrouvée dans un tiroir, une odeur de gâteau familière, une chanson entendue à la radio, suffisait à rouvrir la blessure et à me faire trébucher. Dans ces moments-là, je m'autorisais à faire le deuil. Un deuil étrange et complexe. Je ne pleurais pas la perte de mes parents tels qu'ils étaient, des êtres critiques et manipulateurs. Je pleurais la perte des parents que j'aurais dû avoir, ce que l'enfant en moi avait si longtemps espéré. Je pleurais l'idée de la famille, l'innocence perdue, les Noëls qui auraient pu être joyeux, les anniversaires qui auraient pu être célébrés avec un amour sincère. C'était un deuil nécessaire, le deuil d'un espoir. Chaque larme versée était une toxine de moins dans mon système, un pas de plus vers l'acceptation. Mais il y avait surtout les bons jours. De plus en plus de bons jours. Les jours où je me réveillais dans mon appartement baigné de la lumière dorée de Lyon, un sentiment de légèreté dans la poitrine que je n'avais jamais connu. Les jours où je me plongeais dans mon travail avec une créativité et une audace renouvelée, libérée de la petite voix critique de mes parents qui avait si longtemps résonné dans ma tête.
J'ai repris des cours de peinture à l'aquarelle, juste pour le plaisir de créer sans objectif de performance. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés, trop épuisés par le drame familial permanent. Ma vie se remplissait à nouveau, non pas avec l'obligation et la tension, mais avec la joie et le choix. Ma relation avec tante Karine et Manon est devenue le pilier de ma nouvelle vie. Elles étaient la preuve vivante qu'on pouvait choisir sa famille, qu'on pouvait construire des liens basés sur un amour sain, un soutien mutuel et un respect inconditionnel. Nous avons instauré nos propres traditions, des brunchs dominicaux où l'on refaisait le monde, des week-ends de randonnée dans les Alpes pour se ressourcer, des soirées cinéma où l'on pleurait devant des comédies romantiques sans aucun jugement. Puis, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Des messages ont commencé à arriver, de connaissances lointaines, d'anciens camarades de classe, même de collègues freelance. Des gens qui avaient eu vent de mon histoire, par bribes. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta famille, je voulais juste te dire que tu as été incroyablement courageuse. Un autre, ton histoire me parle tellement. Je vis une situation similaire et tu m'as donné la force d'envisager de partir, de me choisir. Mon histoire, ma douleur la plus intime, était devenue, sans que je le cherche, une source de validation et d'inspiration pour d'autres. En brisant mes propres chaînes, j'avais, sans le savoir, montré à d'autres que les leurs pouvaient aussi être brisées. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle je vous partage tout cela aujourd'hui. Si vous êtes en train d'écouter, et qu'une partie de mon parcours résonne avec le vôtre, si vous êtes la personne qui marche constamment sur des œufs, qui minimise ses réussites pour ne pas faire d'ombre, qui endure les pics et les silences en se disant que c'est la famille, alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre bien-être n'est pas négociable. Votre paix intérieure n'est pas le prix à payer pour maintenir une façade de bonheur familial. Parfois, l'acte le plus courageux, le plus radical, et finalement le plus aimant envers vous-même, est de reconnaître qu'une porte fermée n'est pas une fin, mais une invitation à trouver un chemin qui est enfin le vôtre. Pendant 28 ans, j'ai laissé les autres écrire les chapitres de ma vie. Aujourd'hui, je tiens la plume. Et dans mon livre, le personnage principal n'a plus peur. Elle est respectée. Elle est aimée. Et par-dessus tout, elle est libre. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, un petit « like » serait un encouragement formidable. Mais plus important encore, je vous invite à utiliser l'espace des commentaires. Partagez un sentiment, une pensée, ou même un fragment de votre propre histoire si vous le souhaitez. Vous seriez surpris de voir combien d'entre nous partagent des combats similaires. Créons ensemble un lieu de soutien et de reconnaissance. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience et de reconstruction. Prenez bien soin de vous, car vous le méritez.